On aurait pu le faire de manière qu'il n'y ait pas une contamination qui monte. Les données d'hier, c'est qu'en fait, on se trouve actuellement avec 3% de positifs. Ça, c'est déjà très élevé. Et on a dépassé le 1000. Et si on va arriver au 2000, là, on sait qu'on va refermer. Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 29 novembre 2020, une date emblématique du calendrier de l'État d'Israël, puisque cette date marque l'anniversaire de la déclaration du plan de partage, du vote du plan de partage par l'ONU de la Palestine en deux États, l'un juif, l'autre arabe. On connaît bien entendu la réponse d'Israël, des Israéliens et des Juifs à l'époque à cette proposition de partage, acceptation pour le peuple juif, rejet pour le monde arabe. Nous sommes donc, nous marquons d'une certaine manière aussi ce matin cet anniversaire. Nous sommes le 29 novembre, le 13 Kislev 5781. Daniel Haïk est au micro. Jonathan Eshkol à la technique ce matin. Dans quelques instants après vous avoir présenté, donc il y a au cours des dernières minutes, le premier journal d'information sur Studio Kalita. Dans quelques instants, nous allons retrouver la professeure Élise Bréziz de l'université de Bar-Ilan, économiste. Nous allons parler avec elle des derniers développements de la crise économique et sanitaire en Israël, avec la réouverture en particulier des centres commerciaux et même des établissements scolaires, en tout cas pour les classes de seconde, première et terminale. À 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. À 8h40, Shraga Bloom, notre ami Shraga Bloom, sera dans le studio ici pour parler de la polémique en Israël autour de la nomination d'Efi Etam, un ancien général de l'armée, ancien ministre israélien, au poste de président du conseil de Yad Vashem, une nomination qui suscite une véritable polémique donc en Israël. Nous essaierons de savoir s'il faut ou non accorder à Efi Etam cette nomination, ce poste donc de président de Yad Vashem, et nous en parlerons avec l'historien Simi Epstein. Et à 8h55, c'est Eliana Gurfinkel qui clôturera cette heure d'actualité avec sa chronique Un jour, notre histoire. Voilà donc pour le programme. Nous sommes en ligne d'ores et déjà avec la professeure Élise Bréziz. Élise, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle donc que vous êtes professeur à l'université de Bar-Ilan et même, on peut dire, experte dans les équipes qui travaillent pour tenter de solutionner cette longue et prolongée crise sanitaire et économique en Israël. Alors, je voudrais vous poser une question parce qu'on est à un tournant de cette crise. On a le sentiment qu'on est à un tournant de cette crise. Si je ne m'abuse, Binyamin Netanyahou, à la sortie de la première vague, avait dit « Il ne faudra pas rouvrir à la fois les établissements scolaires et les centres commerciaux ». Et pourtant, aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Où y a-t-il un bug là, Élise ? Écoutez, on a une impression surtout qu'on n'arrive pas à prendre des très bonnes décisions parce que sur le papier, ça a l'air très bien, mais d'un seul coup, vous vous rendez compte que les enfants ne vont pas à l'école et vous avez des recherches qui vous prouvent que c'est très dangereux pour leur développement psychologique. Donc, on se dit il faut absolument ouvrir. Surtout, vous savez très bien que dans tous les autres pays, on a laissé ouvert les écoles. Il y a une très grande différence, c'est qu'en Israël, nous avons plus de 3-4 enfants par famille. Dans les pays européens, c'est 1,6. Donc, c'était une très grande différence. C'était la raison pour laquelle... Quelle est la différence ? Ça veut dire qu'il y a moins de change, moins de risque de contamination au niveau du foyer familial ? Bien évidemment, quand vous avez qu'un seul enfant dans la maison et qu'il a sa propre chambre et on ne se voit pas trop, eh bien, le R, ce fameux R est très bas. Alors qu'en Israël, on sait très bien que d'abord les écoles vous avez le nombre d'enfants par classe est beaucoup plus élevé. Alors on a essayé de faire le système là de les diviser, mais ça marche très très mal parce que tout ce qui est gestion en Israël est très mal fait. Et donc ils se retrouvent à la maison. Vous en avez 3-4. Ce sont dans les familles moyennes, dans les familles non religieuses, et dans les familles religieuses, on en avait 6-7. Donc évidemment, ça fait une très très grande différence par rapport aux autres pays. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé en Israël qu'il fallait garder
fermer les écoles jusqu'à ce que finalement on comprenne très bien on comprend que c'est un danger pour le futur. Donc d'un seul coup, on s'est dit il faut ouvrir. Et puis là, vous avez les centres commerciaux où il y a de plus en plus de gens qui sont en train de faire faillite. Les dernières données qui ont été publiées cette semaine, c'est que vous avez 50 000 familles qui vont passer d'être dans des classes, faire partie de la classe moyenne, à entrer dans la vraie pauvreté. Et là, ça a fait un petit peu peur au gouvernement, et donc ils ont dit aussi, on ouvre. Et comme la gestion est toujours très mal faite, on l'a très mal fait, parce que ce qu'il fallait faire, et on les a prévenus, mais on a vraiment l'impression que le choix est toujours, ce qui pourrait être le pire est choisi. Le centre de recherche les chercheurs avaient dit, ouvrez tout en même temps pour qu'il y ait moins de personnes dans un centre, et 2, pourquoi ne pas diviser les journées par groupe et par l'alphabet. Toutes les familles entre Aleph et Kaf arriveraient 2 jours, les autres ainsi de suite, et leur carte de crédit, on regarde leur nom, si le nom n'est pas celui qui devrait être accepté ce même jour, eh bien ils ne peuvent pas acheter. Ah, et dans ces cas-là, on aurait eu déjà le tiers, beaucoup moins que le tiers. Élise, mais ça semble incroyable. Je m'excuse de vous interrompre, mais ça semble incroyable. C'est pas quelque chose de réaliste. On voit déjà les difficultés. On a vu les files d'attente devant chacun des magasins dans les centres commerciaux ouverts vendredi de manière expérimentale. Ça semble de là à ce que maintenant chaque vendeur, vendeur dans chacun des magasins regarde la carte d'identité de chacun des clients. Ça semble totalement irréaliste. Non, c'est beaucoup plus facile. Si vous savez, attendez, c'est uniquement au moment de l'achat. Si je sais qu'on va vérifier, eh bien, je ne viendrai pas le jour où je ne peux pas y aller. Et donc, vous divisez par 3, déjà le nombre de gens qui attendent, vous divisez en fait par 10, parce qu'au lieu d'ouvrir 15 centres commerciaux, vous en ouvrez 100. Et donc, il n'y aurait eu aucun problème. Quelle est la difficulté ? Je m'excuse, mais lorsque vous donnez votre carte de crédit, il vérifie quand même de toute façon votre nom pour vérifier qu'il y a un moindre... Oui. Donc, on voit votre nom, mon nom Brésil, c'est un B, un bête, eh bien, j'ai le droit, ce sera très simple, le dimanche et le lundi, et les autres, c'est le mardi et le mercredi. Ça serait très simple, Élise, si les Israéliens étaient des Japonais ou des Sud-Coréens, mais lorsque on sait que l'une des caractéristiques de l'État d'Israël et du peuple juif, c'est pas vraiment la discipline, ça semble totalement impossible, quoi. Oui, eh bien, comment se fait-il que lorsque vous attendez l'avion et qu'on vous divise, en général, ça marche bien ? Les premières fois, ça n'a pas bien marché, c'est vrai. Parce que tout le monde ne prend pas l'avion, mais tout le monde va dans un centre commercial. Non. Attendez, les données, c'est que tout le monde prend l'avion en Israël ces dernières années, dans tous les milieux, même dans les classes moyennes basses, on prend l'avion et les gens se tiennent très correctement. Deuxièmement, vous faites là actuellement la queue pendant 1 heure. Oui. Alors demandez aux gens, et les gens attendent 1 heure. Et ils n'ont pas sans distanciation sociale. Sans distanciation, mais parce que on ne leur demande pas vraiment. Mais d'un autre côté, ils sont prêts à attendre. Alors si on leur disait demain pour sûr, vous rentrez parce qu'il y aura 10%, il y aura bien moins. En fait, nous divisons par 10 le nombre de personnes qui attendront. Donc, c'est vraiment des questions, des fois vous vous demandez pourquoi la gestion en Israël est mal faite, et la réponse est que, d'une certaine manière, l'Israélien pense qu'il a toujours la possibilité de réfléchir mieux que l'autre. Oui. Et là, c'est la problématique du gouvernement, ou si vous voulez,
de la gestion à ce niveau-là qui devrait se faire. Alors là, il y a clairement de la part du ministère de la Santé de très vives critiques, pour ne pas dire une opposition à la poursuite de cette expérimentation, de cette expérience d'ouvrir une partie des centres commerciaux. Finalement, si ça ne va pas du côté du ministère de la Santé, on ne va pas rouvrir finalement. Surtout si au cours de la semaine, on voit que le taux de contamination, le nombre de positivités augmente, on ne va pas ouvrir. Ça semble tout à fait acquis, non? Oui, ce qui est un petit peu dommage quand même, parce qu'on aurait pu le faire de manière qu'il n'y ait pas une contamination qui monte. Les données d'hier, c'est qu'en fait, on se trouve actuellement avec 3% de positifs, et ça, c'est déjà très élevé. Oui. Ça, c'est déjà très élevé. Et on a dépassé le 1000. Et si on va arriver aux 2000, là, on sait qu'on va refermer. Donc, je ne sais pas ce qui va être décidé. Je ne comprends pas d'ailleurs comment les décisions sont prises. On a vraiment une impression que le choix est toujours un choix qui n'aurait pas été fait par des spécialistes. Pourquoi? Mais les spécialistes, les spécialistes, ils sont dans l'environnement des ministres. Ils donnent des recommandations. Et oui, mais vous voyez très bien qu'on les écoute très peu. Vous voyez très bien que la plupart d'ailleurs des médecins actuellement ont pensé qu'il fallait l'ouvrir de façon différente et ça n'a pas été fait. En plus, nous savons tous que le grand problème, c'est vraiment quand les gens s'agglutinent ensemble. Alors ces espèces de fameux mariages partout, surtout il faut dire aussi la vérité, c'est que la population actuellement, le nombre de positifs est surtout très élevé dans certaines villes arabes. Ok, alors... il faut dire que un taux de 40%, 40 à 50% des positifs sont dans le secteur arabe. Oui, alors, comment peut-on accepter cela? Comment ça se fait qu'on ne fait rien? On ne fait rien parce que politiquement, on a peur de faire quelque chose. Enfin, quand vous voyez le maire de Nazareth aller à un mariage et on dit que c'est interdit, les médecins ont demandé « faites quelque chose, arrêtez-les » ou « faites quelque chose ». Non, le politique dit « ah non, surtout pas ». Et donc, là vient le problème. Mais alors, c'est vrai que on trouve qu'en Israël, ça ne va pas du tout. Mais alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les autres pays, ça ne va pas du tout mieux. C'est-à-dire, on pourrait se dire, oui, c'est l'Israélien qui se conduit mal. Non, vous allez chez les Anglais, alors là-bas, on ne se marie pas, mais on va dans un pub. Les pubs sont interdits, mais ils trouvent quand même le moyen de se retrouver en groupe et de boire. Donc, il y a quelque chose dans le monde occidental qui fait que lorsqu'on interdit de se retrouver, les gens n'écoutent pas ce qui devrait être fait et ce qui est rationnel. Et là, c'est vraiment une question extrêmement intéressante pour les recherches futures, parce que ce n'est pas que l'israélien. Vous avez exactement le même problème dans les pays européens, et c'est la raison pour laquelle tous les pays se retrouvent actuellement avec un taux de positif très élevé. Donc, on pourrait dire mea culpa en Israël, mais en fait, notre situation est elle est vraiment moyenne. Je dirais qu'elle est meilleure que beaucoup d'autres pays en Europe, et économiquement, et d'un point de vue aussi du problème du Covid-19. C'est vrai qu'on aura à peu près 3000 morts, mais c'est haut. Mais par rapport aux autres pays, eh bien, finalement, on a réussi quand même, parce qu'il faut dire la vérité, c'est qu'actuellement, nous pensons tous que mars, avril, mai, nous aurons tous déjà un vaccin. Donc, on aura fini, la situation, à ce moment-là, ira mieux. Économiquement, regardons la situation économique. Alors justement, c'est ce que je voulais vous demander, parce que effectivement, tout le monde parle d'un vaccin, mais l'impact de la situation économique actuelle, jusqu'à quand elle va se ressentir dans la vie de tous les jours pour les Israéliens? Et écoutez, selon certaines recherches, elle va se faire ressentir pendant 2-3 ans. Selon d'autres recherches, ça ne prendra qu'1 an. On ne sait pas. Mais ce qu'on parle, il faut voir aussi ce qui s'est passé. C'est qu'en Israël, nous avons un taux de chômage élevé, 20%, mais la plupart des gens reçoivent quand même des aides. Je ne parle pas des indépendants, là il y a eu un certain problème. Mais d'un autre côté,
la baisse du PIB n'est pas aussi élevée qu'on avait peur. Pourquoi ? Mais parce qu'on a enfin compris que les secteurs qui ont été très touchés étaient des secteurs à valeur ajoutée pas très élevés et avec des salaires très bas. Donc, ils jouent beaucoup sur le chômage, mais très peu sur l'effet du PIB. Et donc d'une certaine manière, dans l'absolu, on va dire, Binyamin Netanyahou n'est pas préoccupé outre mesure par la situation économique, c'est-à-dire ça ne se reflète pas dans la population, ou ça ne se reflète pas au niveau du budget, au niveau de l'économie. Oui. Ça se reflète au niveau du budget et ça se reflète au niveau du chômage. Et d'un point de vue social, on ne sait jamais si un petit groupe qui va vraiment très mal et que vous ne prenez pas à temps ne va pas développer ici une très grande réaction. On ne sait jamais et effectivement Netanyahou fait attention. Mais je ne veux pas rentrer pour une fois dans le politique. Très souvent, je parle de politique. Cette fois-ci, je ne veux pas parler de politique. Je veux vraiment parler d'économie et du long terme. Relativement, Israël arrive à passer ce Covid-19 avec une note moyenne. C'est peut-être pas le mieux possible. On aurait pu faire beaucoup mieux, mais on n'est pas dans une catastrophe telle qu'on pouvait le penser. Et les gens qui ont toujours voulu voir la crise de 29, et j'avais dit depuis le début, on n'est pas là, eh bien, on n'est pas là, on ne sera pas là. Parce que les secteurs, quelle est la très grande différence ? C'est que les secteurs de pointe, les secteurs qui poussent l'économie vers l'avant, eux, non seulement n'ont pas été touchés, mais se retrouvent à être très positifs. Et donc, le salaire moyen a augmenté en Israël. Les secteurs qui ont été touchés, c'est des secteurs qui sont relativement peu productifs, qui de toute façon devraient, dans les 10 prochaines années, avoir un changement technologique et probablement ça se passera beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait. Et donc, si on fera une bonne politique, on s'en sortira bien. Alors, vous avez balayé d'un revers de manche les indépendants. Alors, je suppose que ce n'est pas délibéré, mais les indépendants en Israël, c'est véritablement l'un des grands problèmes. Parce que, et la question que je voudrais vous poser, c'est une question macro. C'est-à-dire, est-ce que le moment n'est pas venu d'essayer de modifier ce statut des indépendants ou c'est absolument impossible ? Est-ce qu'il y a un cas de figure économique valable, viable, qui peut permettre, par exemple, à des indépendants qui se retrouvent sur la paille, avec par exemple des restaurateurs qui sont depuis 3 mois fermés, de recevoir, par exemple, des dédommagements de l'État sous forme d'allocation chômage ou sous d'autres formes ? Une très bonne question. En fait, les indépendants, il y a 2 ans, avaient demandé à payer et à recevoir une possibilité de recevoir de l'argent quand ils sont au chômage. Et les économistes avaient eu un petit peu peur parce que vous pouvez très bien dire demain je suis au chômage alors que vous avez envie de prendre des vacances. Mais là, actuellement, dans cette grande crise, on se retrouve un peu pris au dépourvu. Certainement qu'on va devoir réfléchir. Certainement qu'il y aura des changements, mais pour les indépendants qui actuellement ont perdu leur travail, c'est très problématique. Comment ça se passe dans d'autres pays ? Est-ce qu'il y a le même phénomène dans d'autres pays occidentaux ? Non, moindre, beaucoup moins, parce que en Israël, on a cette espèce de peur du gouvernement que les gens ne veulent pas dire exactement la vérité. On fait beaucoup plus confiance dans les autres pays. Donc, dans les autres pays, on a donné beaucoup plus d'argent. Mais alors, vous avez effectivement des gens qui vont perdre en Israël leur travail pour toujours. Et le grand problème, c'est pas tellement le travail. Pour moi, le grand problème que je vois, ce sont les crédits pour les appartements. Parce qu'ils ont été bloqués actuellement. Et lorsque ça va repartir, eh bien, il y a des gens qui ne pourront pas payer. Et ils vont donc perdre leur appartement. Là, on va devoir trouver une solution. On est en train de se poser la question, comment trouver quelle est la bonne solution ? On n'est pas très d'accord. Au centre de recherche, nous travaillons là-dessus avec les gens avec les banquiers, et nous n'avons pas actuellement, et avec la Banque d'Israël, nous n'avons pas actuellement une solution qui paraît
vraiment viable, parce que vous avez toujours peur qu'une personne va vous dire « oui, ben, je n'ai plus rien » et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Non seulement, regardez, les impôts, ils ont donné actuellement à certains indépendants de l'argent et en fait, ils leur demandent déjà de retour. Okay, avec intérêt aussi. Oui, alors c'est effectivement ridicule. Ça fait partie de cette espèce de tableau en Israël qu'on ne fait pas confiance aux gens, qu'on devrait essayer de changer et peut-être que cette crise va permettre un changement au niveau de l'État, de faire plus confiance aux gens. Mais d'un autre côté, regardez la vérité, c'est que actuellement, les gens travaillent énormément au noir, les gens ne payent pas, les gens, on sait très bien que l'argent au cash a beaucoup augmenté en Israël, entre 10 et 15%, c'est-à-dire que les gens vont actuellement chez le coiffeur à la maison et... Oui, pardon. Oui, et payent en cash. Et donc, il n'y aura pas d'impôt là-dessus. Et donc, on a très peur que les gens s'habituent en fait à revenir à ce monde où on vivait beaucoup plus, on travaillait plus au noir. Alors, une dernière question, Élise, parce qu'on profite de votre expérience pour répondre à une question, mais le plus rapidement possible, en moins d'une minute, si possible. On parle beaucoup du budget de l'État. Alors, c'est un véritable problème politique aujourd'hui, mais est-ce que l'État d'Israël peut se permettre de continuer à vivre tel qu'il vit actuellement, c'est-à-dire sans budget de l'État depuis 2 ans ? Le problème, attendez, le budget de l'État, c'est pas qu'il n'existe pas, il existe, on le fait, il n'est pas sur le papier. Donc là, c'est vraiment une question politique, vous voulez le voir ou vous ne voulez pas le voir. Mais posons-nous vraiment la question de fond. Est-ce que jusqu'à présent, la taille du budget de l'État était à peu près correcte ? La réponse est oui. Et on se retrouve actuellement avec un déficit de 12-14%. C'est très correct pour l'époque du Covid-19. Pour 2021, la plupart des économistes pensent qu'on devrait le baisser à nouveau vers 5-6%. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas tellement présenter, parce qu'il faut savoir jusque quand le Covid-19 sera là. Si en mars-avril, on aura le vaccin, c'est une possibilité sur laquelle on peut vraiment aller du 5-6%. Si ce sera qu'en juillet, eh ben on devrait l'augmenter vers 8%. Et la grande question, et je finirai là-dessus, sur les taxes, nous les économistes, nous pensons qu'il ne faut pas augmenter les taxes en 2021. On peut très bien se permettre d'avoir actuellement une dette de 80% pendant quelques années. Nous étions à 60, nous montons à 80. La plupart des pays en Europe sont à beaucoup plus que 120, donc c'est tout à fait gérable et viable. Eh bien, professeur Élise Brézis de l'université de Bar-Ilan, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour toutes ces explications extrêmement claires et précises comme d'habitude. Merci d'avoir été avec nous. Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov. Voilà, il est 8h28 et 30 secondes. Dans 1 minute et demie, nous vous retrouvons pour la revue de la presse et des médias israéliens.